Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je pense qu'on peut augmenter légèrement le volume si tu y arrives, Christophe. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, ça passe. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Si vous êtes là, c'est que vous avez, à mon avis, l'âme d'un ou d'une entrepreneur. Donc, tant mieux, parce qu'on a cette passion, à mon avis, commune. Vous posez peut-être la question, comment faire pour créer? Là, je vais vous partager mon humble expérience et je vais vous partager les tips exacts. Et au-delà des tips, j'ai fait le choix de vous donner de manière un peu chronologique les étapes clés. Donc, ce que vous allez voir dedans, ça peut vous permettre, vous pouvez prendre toutes les photos, tout ce que vous voulez, et on pourra vous transmettre la vidéo par la suite, qui sont plutôt, je vais pas dire scolaires, mais étape par étape pour rien oublier. Par contre, dans ce que je vais vous transmettre, je vais m'arrêter sur certains points qui me semblent plus importants que d'autres. OK? Donc, dans les 10 étapes, ce sera ces étapes-là qu'on va passer ensemble. Et il y a, encore une fois, des points que je vais passer plus rapidement, dont le premier point, qui est le parcours professionnel du dirigeant. Mais il me semble important quand même de s'arrêter là-dessus, puisqu'on a beau, on est les amis des banques ou on est les ennemis des banques, qu'importe, on doit travailler ensemble. Et les banques, ça doit être du business. On va d'abord filer et donner une confiance en quelqu'un. Et donc, ce quelqu'un, il n'est pas anodin. Ce quelqu'un, c'est vous. Et donc, il va falloir apprendre à vous vendre. D'accord? Être visible, être crédible. C'est ce que je disais à la dernière conférence ensemble. Mais c'est ça, le noyau. Parce que le business plan demain, ce sera vous, la personne. Ce sera l'idée, le concept. Et ce sera la faisabilité des chiffres. Mais ce sera dans ce sens-là. Que les chiffres. Mais si vous n'avez pas l'humain et vous n'avez pas le concept, ça passera pas. OK? Donc, commencez par vous en tant que tel, votre personnalité. Et c'est là où je reprends. Quelle est votre source d'inspiration profonde? Alors, c'est fou de parler de ça quand je vous dis on crée un business, mais j'en suis persuadé que ce sera ça. Et c'est au-delà de la vision. La vision, on la verra après. Je vous parle de votre source d'inspiration profonde et votre proposition unique de valeur. Vous. Je vous parle pas du concept. On y arrivera après. OK? Dans le parcours, il y a tout ce qui est rôle et motivation. À votre avis, quelles sont les 4 compétences d'un chef d'entreprise, mais pas forcément du fitness? Un chef d'entreprise en France. Est-ce que dans votre tête, vous avez une idée des 4 compétences qu'il faut avoir? La première compétence, c'est la compétence, pour moi, primordiale. C'est celle sur 10 boîtes. Il y en a 7 qui croulent la première année pour cette raison-là. C'est la compétence de gestion. Et c'est souvent pour cela que je commence. Et c'est pour ça que souvent, si vous êtes parmi vous des coachs sportifs, on vous forme pas à ça. J'étais coach sportif, je sais très bien qu'on ne nous forme pas à ça. Or, c'est la première compétence qu'il faut avoir. Et en plus, si vous l'avez pas, ça va être très difficile de mettre votre business plan. La deuxième compétence qu'il faut avoir, vous avez une idée? Ça va être la vente. Pas de client, pas de business. La troisième, ce sera tout ce qui va être communication marketing, visibilité, crédibilité. Et la dernière, et souvent, si vous êtes coach sportif, c'est celle que vous avez, c'est ce que j'appelle technique. Concrètement, prendre en charge un client. OK? Et donc ça, je vous conseille vraiment d'avoir ces 4 choses-là en tête. Souvent, vous regardez, vous partez de la technique et on va dire comment faire pour se former sur les 4. Si vous n'avez pas ces 4-là, n'y allez pas, vous plantez votre boîte. Et je suis le premier à dire, croyez en vous et allez. Donc, formez-vous. D'accord? Mais c'est vraiment les 4 compétences qu'il faut avoir. Et cherchez la motivation. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Et j'espère qu'on a le droit de dire qu'on se fait plaisir à travailler. Posez la question à vos amis, qui prend du plaisir à travailler? Qu'est-ce qu'il y a un métier qui fait plaisir? Il faut que ce plaisir d'entreprendre, c'est trouver 3 solutions avec 3 merdes le matin. D'accord? Donc, trouver des solutions. Dans le parcours, il y aura l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est clair que si vous avez un autre parcours avant, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on va s'en inspirer et vous serez source de crédibilité et vous aurez tout votre passé qui va permettre, encore une fois, d'apporter un plus à votre structure. Donc ça, souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, bah oui, mais je faisais ça, c'est un frein. Non, c'est pas un frein. C'est pas un frein. Au contraire, c'est plutôt une force. Donc, c'est expérience professionnelle qui va vous apporter ces compétences. Et la dernière, c'est bien sûr, vous savez très bien que le plus important, c'est le savoir-être et non pas le savoir-faire. Donc, vos qualités. D'accord? Donc, quelles sont vos qualités? Et on va s'appuyer là-dessus et non pas sur vos faiblesses. Pour finaliser, dans le parcours professionnel du dirigeant, j'insiste sur la formation et la formation continue. Et au-delà de la formation, j'insiste sur un état d'esprit de continuer à se former. Si vous êtes entrepreneur, c'est ce mindset-là qu'il faut avoir pour aller chercher, pas forcément les dernières tendances, mais toujours pouvoir se remettre en question et d'ajuster en permanence pour faire quoi? Pour servir au mieux nos clients
et cracher derrière financièrement. Dans ce sens-là, servir, et quand on sert, on récolte. N'oubliez pas vos loisirs et pratiques. Quand vous allez vous présenter, ça en fait pleinement partie. On veut savoir qui vous êtes pour pouvoir avancer. Deuxième étape. La deuxième étape, alors là, je vais essayer de faire court. Pourtant, si vous me mettez sur ce sujet, je laisse 3 ans. La vision. Est-ce que vous avez ce que c'est d'une vision? C'est pas avoir des visions, il y a du brouillard, je sais pas où aller. Au contraire, quelle est votre vision de boîte dans 10 ans? Et quand je dis vision de boîte, ce n'est pas que la boîte. C'est vous, où est-ce que vous voulez aller dans 10 ans? D'accord? Cet objectif, ça doit être votre grand rêve. Et on va tout faire pour essayer de le réaliser. Si vous visez pas assez grand, vous n'arriverez pas au niveau que vous désirez avoir. Et on va essayer de voir dans cette vision à 10 ans, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour y arriver. Ok? Donc, il faut connaître votre vision. Et dans votre vision, il faut absolument avoir la vision de votre boîte. Alors, je me présenterai peut-être à la fin de ce que je fais, mais par rapport à Corespa que je développe, la vision de la boîte, c'est d'être la référence en suivi personnalisé dans le but d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients. Chaque mot que je suis en train de vous sortir a une importance. Chaque mot. Et ça, si vous n'êtes pas clair sur où vous voulez emmener votre boîte, elle vit. Votre boîte, c'est une personne morale. Elle a une histoire. Et cette histoire, faut la construire. Ok? Et celui qui est responsable de cette histoire, c'est vous. Ok? Donc, bien sûr, elle va vous ressembler, etc. Derrière une vision, ça répond au why, ça répond à la question du pourquoi. Il n'y a pas de vision sans mission. Parce que la mission, ça va vous donner comment faire pour appliquer cette vision. La vision à Corespa, la vision des coachs, c'est quoi? Ça va être, c'est mon gamin de 4 ans qui l'a trouvé à l'époque, c'était d'aider chacun de nos clients à atteindre ses objectifs à travers un accompagnement sportif, alimentaire et mental. Alors là, je vous le fais de manière récitée, mais encore une fois, il faut qu'il y ait du sens dans chaque mot qui est donné. Parce que ça vous donne les moyens de réussir. Et quand il y a une crise qui arrive, vous êtes bien content de vous asseoir sur votre vision et sur la mission pour savoir comment faire pour y arriver. D'accord? Donc, j'aime bien commencer par ça quand vous créez votre boîte. Il y a trop de personnes qui arrivent en disant « j'ai fait un business model », si jamais c'est écrit, mais entre guillemets, ça tient sur quoi? Quel est le sens de votre boîte? Demain, quand vous avez des emmerdes ou une crise, ce sera le sens de la boîte qui va permettre de perdurer et surtout de viser du long terme. Alors là, je vais à l'encontre de la société Zapping. L'objectif, c'est pas de réussir là, dans un mois. C'est que votre boîte, elle performe pendant des années et que vous la revendiez. On arrive après sur le positionnement. Donc, positionnement, c'est quel est votre positionnement type? Nous, à Corespa, on est des experts dans le suivi personnalisé et on fait que ça. Et on le fait super bien. D'accord? Mais quelqu'un qui vient me dire, vous rajoutez cet élément-là pas? Non. Nous, c'est très clair. Le positionnement permet de simplifier. On est une société où on est pur. Aujourd'hui, on paye Apple, on paye Tesla pour payer quoi? Pour retirer tout. Et on retire tout pour faire quoi? Pour faire fonctionner, cartonner le principal. Et le principal, c'est votre positionnement. À Corespa, nous, ils viennent tous chercher du suivi personnalisé. Et on fait que ça. Autre chose ne nous intéresse pas et on ne délivrera pas autre chose. Ok, donc connaissez votre positionnement par cœur, c'est ça qui permet de durer. Après les valeurs, et les valeurs bien sûr de votre boîte doivent correspondre aux valeurs de qui vous êtes. Les valeurs, c'est pas des valeurs entre guillemets, ouais, c'est bien, je suis honnête, je suis courageux, tout ce que vous voulez. Il faut que la valeur que vous allez sortir, le mot, que vous le viviez avec authenticité et que vous le portiez en vous et que la boîte le porte. Et demain, les personnes à qui vous allez vous entourer, les équipes, c'est votre manière, entre guillemets, aussi de recruter. C'est des personnes qui ont les mêmes valeurs. À Corespa, par exemple, on a la convivialité. La convivialité, chez nous, c'est 10 personnes maximum dans la salle. Donc, on a mis le convivial, dû à quoi? À un espace qui réduit. On a mis relation privilégiée. Pourquoi? Parce que c'est la relation avec un coach diplômé. On a mis transparence, parce que l'objectif, c'est de partager un maximum. Il faut que ça parle tout de suite aux personnes. Troisième grand tips, on est le troisième sur le 10, ce sera l'analyse du marché. L'analyse du marché, on va séparer l'analyse, on va dire, générale et l'analyse locale. L'analyse peut se faire vraiment avec des logiciels. Il y a des choses qui existent qui permettent, par exemple, ça s'appelle des logiciels géomarketing, pour savoir où s'installer. Et par exemple, dans une grande ville, où est-ce qu'il vaut mieux s'installer? Au mètre carré, il y a combien de personnes, combien de CSP+, etc. Donc ça, il faut le faire et on va le croiser avec d'autres données plutôt locales pour aller voir s'il y a bientôt des travaux ou pas à côté de chez soi.
D'accord? Donc, c'est le rationnel et également du terrain. Donc, comprendre chaque état des caractéristiques, qui soient générales ou locales. Autre analyse du marché, on va bien sûr passer, ça je passe assez vite, mais les périodes spécifiques, même si ça fait 17 ans qu'on existe, avant c'était très clivant avec ces 3 périodes, maintenant de moins en moins, et on a quelque chose qui va se lisser petit à petit, grâce notamment au digital, on emmène chacun partout, donc pendant les vacances, les gens continuent à faire du sport, avant il y avait des grands trous. Donc on a quand même 3 périodes qui restent, mais c'est de moins en moins vrai. Et après dans l'analyse, bien entendu, de la concurrence. Et la concurrence, on est bien sûr content d'en avoir. Plus il y en a, plus ça veut dire qu'il y a un marché. D'accord? Et si on sait bien se positionner avec par rapport à la concurrence, il y a vraiment de quoi faire. Pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, dans une seule rue, vous aurez un low cost, un spécial femme, un yoga, et ils passent un temps ensemble à boire le café le matin. En France, c'est pas encore imaginable, ça va arriver. Mais c'est ça. Ok? Et il y a de la marge. Toujours dans l'analyse de marché, on a un marché aujourd'hui dans les clubs de sport, c'est à peu près 60% en franchise. On pourrait passer du temps à vous dire pourquoi, quels sont les avantages et inconvénients, c'était la conférence d'hier. Il y a plusieurs avantages, mais c'est surtout l'idée de pouvoir partager aussi en groupe toutes les conditions générales qui sont négociées. Et tout le travail que je suis en train de vous dire là, tout le travail a été fait. Donc c'est un accélérateur et ça vous permet d'implémenter plus rapidement le concept et d'avoir plus rapidement des chiffres. Ok? Donc c'est pas le même métier entre franchiseur et franchisé, et ça permet surtout de gagner du temps mutuellement. L'un a besoin de l'autre, on se recrute mutuellement. Donc je vais pas passer beaucoup de temps à dire ce que c'est qu'un franchiseur franchisé. Je m'arrêterai que sur un élément, c'est qu'un franchisé est indépendant juridiquement et financièrement. D'accord? C'est pas un second, c'est un chef d'entreprise à part entière. La cible type. La cible type, il va falloir l'analyser. Il va falloir savoir à qui on parle. On ne peut pas vendre quelque chose si on ne sait pas à qui on parle. On l'appelle souvent cible type, on l'appelle persona, à vous de trouver qui on est. Mais il y a des outils et des méthodes pour le créer. Ça s'invente pas. C'est pas je vais ouvrir, on verra bien demain à qui je vais parler. D'accord? Votre positionnement va parler à un certain type de cible, et c'est ça où progressivement, par exemple, on va pouvoir définir le prix. Ok? Donc ça, hyper important de définir le cible type, le persona, et également dans quel domaine d'intervention votre boîte vous désirez qu'elle travaille. Ok, nous on a un axe qui est plus ce sport santé. Donc on ira plus là-dessus. On a un axe où on est très digital. Donc ça va jouer par rapport aux personnes. Et c'est ça, vous qui connaissez le marché du fitness, où vous allez voir des grandes tendances différentes. Mais tout ça, ça s'écrit. Ok? 5e élément, celui-là je passe un peu plus de temps. Le concept. Qu'est-ce que c'est qu'un concept? Le nom, c'est pas un positionnement le concept. Mais le concept, ça se travaille et ça s'écrit pour savoir ce que vous allez mettre dans un club. Et si jamais il y a des PT ou des personal trainers, là, mon propos est plutôt pour des clubs, mais ce serait la même chose si vous étiez indépendant. Qu'est-ce que vous allez faire de plus et comment ça peut se voir? Donc, on va parler, c'est la slide qui est juste après, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est tel que j'ai créé le concept. Et encore une fois, il y a des méthodes qui existent. Quels sont les éléments clés dans votre concept? Quels sont les éléments plus? Nous, le suivi connecté, par exemple, c'est un élément plus, ça apporte du plus, mais c'est pas pour cette raison principale que les personnes vont venir. Et après, vous avez les éléments basiques et secondaires. Typiquement, les horaires. Où est-ce qu'il y a du gel douche dans la douche? Est-ce qu'il y a un sèche-main dans les toilettes? Eh ben, dans votre concept, vous le mettez à quel niveau? Nous, ici, on a choisi un positionnement haut de gamme. Donc, le haut de gamme, il y a certains critères qui existent pour être dans le haut de gamme. Aujourd'hui, tout le monde dit, c'est une conférence que j'ai hésité à faire, qu'est-ce que c'est que le haut de gamme? Aujourd'hui, tout le monde veut être haut de gamme, mais c'est pas le cas réellement du marché. Donc, dans le concept, on va avoir des orientations, c'est les 4 que vous voyez là. Toujours dans le concept, on va essayer d'aller chercher les objectifs fondamentaux, mais surtout, qu'est-ce qui vous différencie? Il y avait tout à l'heure Bruno Berriot qui faisait une conférence et il disait aux personnel trainer, il n'y a même pas 1 heure, honnêtement, vous êtes tous les mêmes coachs sportifs, vous faites tous la même chose. Comment être disruptif? C'est ce que j'ai retenu de son intervention. C'est la même chose pour les clubs. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que je suis dessus, sur les clubs, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est un grand fossé entre le low cost, Basic Fit pour pas le citer, on a les low price qui existent au milieu, le middle market qui existe encore mais qui est vraiment mort quasiment depuis 2012, et après on a tout ce qui est boutique gym. Ok, c'est mon interprétation, on pourra en discuter par la suite, mais globalement c'est la tendance du marché qui va bouger.
Mais dans cette tendance, vous voyez bien que dans les boutiques gym, vous aurez un 100% cycling, un 100% yoga. Moi, c'est du suivi personnalisé. Donc, c'est pas mieux ou moins bien, mais encore une fois, c'est personnalisé. Bruno, j'ai repris l'aspect disruptif il y a 1 heure sur tes personal trainers. Donc, c'était la même chose pour les clubs. Toujours au niveau du concept, passer du temps sur la charte d'engagement qualité. Une fois que vous avez votre positionnement, il faut bien s'engager. S'engager par rapport au client, quelle est votre promesse et comment vous allez faire pour le tenir et y arriver. OK? Le noter, c'est facile. L'implémenter, c'est plus difficile. Mais par contre, la solution, ce sera les process. Vous l'avez en tête? Le noter, c'est facile. Le vendre et l'implémenter, c'est plus difficile. Okay. J'arrive sur le modèle économique. Quel grand mot, quel gros mot quand je parle de ça. Modèle économique. C'est quoi, Guillaume, un modèle économique? Une réussite d'une structure, quand je dis réussite, c'est réussite économique, va passer uniquement là-dessus. Un chiffre d'affaires commence à se créer. Hyper simple dans notre activité. Nombre de clients actifs, fois panier moyen, fois nombre de mensualités. Vous cherchez à augmenter votre chiffre d'affaires, vous travaillez soit sur votre nombre de clients actifs, soit votre panier moyen. Correspond 200 mètres carrés, 300 clients, 88 € hors taxe en panier moyen, fois 13, on mensualisé sur 28, égale 350 K. Ça, demain, si vous voulez créer en 10 secondes, chiffrable, vous devez pouvoir aplatir comment on fait pour y arriver et quel est le summum où on peut y arriver. Et c'est ça où on va faire grandir les clubs pour y arriver. OK? On va arriver également sur les aspects plutôt, on va dire, juridiques. Je passe, notamment les statuts. Je passe rapidement, mais ça ne veut pas dire que c'est pas important, puisque demain, votre boîte, elle va vivre, elle va se transformer, vous allez avoir des associés, vous allez revendre, etc. Donc, prenez le soin juridique, mais c'est pas le propos aujourd'hui, mais ne le négligez pas. Passez par des experts, notamment, soit avocats, soit experts comptables, etc. Mais soignez cette partie-là. Autre dans le modèle économique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le nombre de clients. Et n'oubliez pas, donc ça je passe, je vous l'ai dit, le nombre de clients, combien de personnes à la fois et combien de personnes en tout vous pouvez avoir. 200 mètres carrés, 300 clients, il y en a peut-être qui se disent mais comment ça marche, comment c'est possible? C'est possible grâce aux heures ouvrables. Combien en volume vous faites et est-ce que vous prenez des rendez-vous? Nous, c'est des rendez-vous d'une demi-heure. Toutes les demi-heures, ça change, ça bouge. Vous avez 72 heures d'ouverture, on est ouvert tout le temps sauf le dimanche après-midi. 144 créneaux fois 4 semaines. D'accord? Et c'est ça qui va rythmer. Et après, en fonction de votre positionnement, vous aurez le matin des cadres sup qui vont arriver, les mamans qui arrivent après, les personnes âgées, un moment de creux, des cadres, vous retapez sur les mamans, sur les fonctionnaires, les cadres, et vous avez globalement la journée type qui arrive. Okay? Mais tout ça, ça doit être logique et réfléchi. On arrive sur les tarifs et le panier moyen. Je suis surpris, ceux qui disent qu'ils font du haut de gamme en étant à 70 €. C'est pas du haut de gamme. Aujourd'hui, tous les prix, je pense, en France, vous pouvez augmenter. Posez-vous la question, ceux qui ont déjà un studio ou ceux qui sont personnel trainer. Je suis sûr que du jour au lendemain, vous pouvez augmenter au moins de 10% vos prix. Moi, j'en suis certain. Ok. Donc ça, je vais pas passer énormément de temps. Sachez qu'à Correspa, nous, on arrive à 88 € en moyenne. Dedans, on a des forfaits. On est à 60 € quand on est en autonomie, mais chez personne, j'ai que 8%, ça m'intéresse pas. Et le nombre de suivis qu'on va prendre en plus par mois, c'est ça qui va faire grimper, entre guillemets, le. On arrive sur la 7e étape qui est la stratégie de communication. Vous voyez, je reprends les 4 grandes compétences et vous revoyez la stratégie de communication. La stratégie de communication, ça ne doit pas être laissé au hasard. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est doit être hyper important d'avoir votre stratégie de com, comment vous faites pour attirer, comment vous faites pour fidéliser. Globalement, on est là-dedans. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est comment vous allez faire vivre une expérience client. Acquisition, fidélisation, expérience client. Donc ça, il y a encore une fois des compétences à acquérir. Il y a des compétences où vous n'êtes pas capable de tout faire, donc allez chercher l'expertise aussi ailleurs. Mais c'est là où vous allez être bon. Ok. Les 3 domaines sont hyper importants. Et demain, un plan marketing, comment vous le faites? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Quand est-ce que vous allez publier? Sur quel réseau? Combien de fois par semaine? Quel type de contenu dans les réseaux sociaux? Ça fait du travail. Hein. Là, je vois certaines quêtes qui, oh là là, ils vont en ajouter encore beaucoup. Oui. Sur ce niveau-là, si vous voulez avoir quelque chose qui performe, oui. Mais encore une fois, un entrepreneur n'est pas seul. Par contre, vous êtes le chef d'orchestre. D'accord? Vous êtes l'impulsion et le chef d'orchestre. Dans la stratégie de communication, on arrive sur le plan marketing que je viens de vous citer. Et on arrive aussi,
Et ça, j'insiste vraiment, vraiment là-dedans. J'en accompagne trop, parce qu'il y a mes clubs Correspa que j'accompagne et j'accompagne aussi d'autres dirigeants. Il faut passer du temps sur la stratégie. Alors vous allez me dire, je suis débordé, il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle, etc. La productivité, c'est bien. Tous les jours de la stratégie. Et donc, quel est votre plan annuel stratégique que vous mettez en place? Sans stratégie, vous ne durerez pas. C'est pas possible. Vous allez dire, oui, mais mon emploi du temps ne me le permet pas. Il faut trouver une solution. Puisqu'autrement, vous allez réussir, mais à très court terme, et vous n'allez pas durer. On arrive sur la notion d'équipe. La notion d'équipe, que vous travaillez avec des freelances, ou que vous travaillez avec des salariats, que vous travaillez avec des franchiseurs, franchisés, que vous travaillez entre franchisés, que vous travaillez avec des fournisseurs, que vous travaillez avec des partenaires, c'est ça que j'appelle l'équipe. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de voir. C'est l'équipe qui permettra de durer. Et donc, l'équipe, ça veut dire qu'il va falloir impulser un élan. Il faut impulser une manière de faire. J'ai une personne qui est parmi vous qui m'a demandé est-ce que dans les clubs, on a le droit de personnaliser les choses? Je lui ai répondu tac au tac. C'est 10 à 20% de réussite en plus quand tu arrives justement à impulser cet élan-là. Et c'est ça qu'il faut aller chercher dans le recrutement. Ça passe par le recrutement. Et la vision qu'on a vue tout à l'heure, est-ce que toute l'équipe voit dans la même direction? C'est pas évident du tout. Et c'est pas évident non plus de le tenir sur la durée, parce que vous le savez, on est tous différents et on évolue tous de manière différente. D'accord? Mais ce qui va être sympa, une entreprise, des fois, il y en a qui n'aiment pas que je dise ça, mais pour moi, c'est aussi jouer sur certains leviers. On joue pas avec les personnes, mais on joue sur certains leviers. Et il va falloir s'amuser à trouver les bons leviers, les bonnes méthodes, au bon moment, avec les bonnes personnes. Dans l'équipe, il y a la formation et l'évolution qui est possible. Puisque si vous les formez pas, demain, ils s'arrêtent. Demain, ils seront pas au bout du jour. Mais il faut les former également au-delà de la formation de base. Les former dans l'état d'esprit. Donc, pour être dans la formation, il y aura toute la partie stratégique, toute la partie production. Mais n'oubliez pas qu'il faut donner, encore une fois, un état d'esprit, une mindset. Et ça prend du temps et il y a des manières de le mettre en place. Donc, prenez du temps au niveau de la formation et une évolution qui est possible. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle aventure? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une aventure. L'aventure, c'est il était une fois. Il y aura des méchants, la sédentarité. On va se battre sur certaines choses, on va gagner, on va perdre, mais on va avancer en équipe. Est-ce qu'on avance en même temps et quelle formation il faut avoir pour avancer en même temps? Avant-dernier critère que je vous donne, l'emplacement, 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 l'emplacement. Il n'y a que ça de vrai. Si vous avez un sale emplacement, vous avez la meilleure équipe, il n'y a personne qui viendra chez vous. Donc là, je parle pour ceux qui ont un lieu en local. L'emplacement, 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 l'emplacement. L'emplacement, ça s'improvise pas. Il y a des critères et c'est pas les critères du voisin qui vont correspondre à votre box ou à votre studio par rapport aux mêmes critères. Ok, il y a des réalités qui existent, hein, effet d'enseigne, hauteur sous plafond, parking, etc. Mais par contre, soignez vos critères et il y a des choses rationnelles à faire. Il y a des logiciels qui existent aussi pour dire il faut s'implanter là. Ok. Donc ça, n'oubliez pas, hyper important d'aller charter, d'aller voir quelle évolution au niveau du local que vous voulez avoir. Vous voyez à droite, c'est typiquement un des études qu'on a qui vous permet derrière une carte d'aller mapper les territoires par rapport à ce qui est possible ou pas possible de faire. La zonification, donc c'est se dire par rapport au lieu, la zone, par exemple à Correspa, nous c'est des zones où on prend à moins de 10 minutes. Dans les moins de 10 minutes, il y a le moins de 10 minutes, moins de 7 minutes, moins de 3 minutes, zone primaire, secondaire et tertiaire. Et on va essayer de voir, il faut plus de 30 000 personnes au mètre carré, pas au mètre carré, pardon, dans les 10 minutes. Et après, on va travailler ces zones. Donc rien n'est laissé au hasard. Trouver le local, c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus long. L'emplacement, toujours, n'oubliez pas le cahier des charges. Parce que le cahier des charges du bâtiment, ce sera tout. Alors on revient, on va faire un mix entre la communication, entre comment vous allez agencer, d'accord, votre local. Et l'agencement, s'improvise pas. C'est l'énorme avantage, l'énorme chance quand vous avez une franchise, parce que tout ça, c'est charté. Et quand je vous dis tout ça, c'est tout ça. C'est-à-dire que la lumière, il y a combien de lumens, à quelle puissance, quel type de watts, etc. Tout est mis. Tout. Et ça, c'est la chance que rien n'est laissé au hasard. Et ça permet, de faire des économies par rapport aux travaux à venir, d'être dans les normes parce qu'on a un métier qui est hyper normé et qui permet, encore une fois, de mieux servir nos clients. Tout est fait pour mieux servir nos clients. L'emplacement, on a un plan. Ça, c'est un des plans de salle qu'on a. Mais n'oubliez pas l'aménagement intérieur. Il faut qu'ils prennent beaucoup de choses en compte. Bien entendu, le parcours client, l'expérience client. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les normes et les obligations qu'on doit avoir.
Okay, donc tout ça, c'est à optimiser et c'est pas jour, on verra bien, ah ouais, mais il manque 5 mètres carrés par rapport à ce que j'avais prévu. Ben non, la machine ne passe pas. D'accord, vous n'êtes pas dans les non handicapés pour telle chose. Donc tout ça, ça se prévoit avant. Donc ceux qui viennent me voir après, si vous le désirez, en me disant, bah, j'ai déjà un local mais par contre mon projet c'est celui-là, bah, regardez si tout est en accord. Avoir une opportunité d'avoir un local, pourquoi pas, mais est-ce que c'est en lien avec votre activité que vous faites? Et l'activité que vous faites, à l'inverse, quel type de local il vous faut? Et on arrive sur ce qui fâche, la partie plutôt gestion, prévision, prévisionnelle. Oui, on appelle ça un business plan. Il va falloir essayer de chiffrer tous ces éléments-là, tous, et d'aller voir un prévisionnel pour essayer de tendre vers ces chiffres, tendre vers ces objectifs. Okay, donc ça, c'est hyper important. Le moment où vous faites enregistrer sur votre tableur Excel ou un autre logiciel, votre prévisionnel sera déjà faux. On va tendre vers. Mais n'empêche qu'il est hyper important parce que l'objectif, c'est de prévoir les risques, quand ça marche, quand est-ce qu'on arrive, etc. L'avantage, encore une fois, des franchises, c'est que ce prévisionnel, bah, tout est déjà globalement prévu. On connaît ce qu'il faut typiquement pour les charges, on connaît le montant des machines, etc. Je fais un point sur les machines. Les machines, c'est quand même sur à Correspa, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ un quart du budget total. Donc c'est quand même un gros point. C'est pour ça que vous voyez des studios de plus en plus qui retirent complètement les machines et qui vont vers le fonctionnel, soit pour des raisons économiques, ce qui est dommage, soit des raisons purement parce que ça a du sens pour eux par leur projet. Mais soignez cette partie-là. Faites attention, ça évolue vite. Et pourquoi je fais un focus là-dessus? Alors les équipementiers, ça tombe bien que je fasse ma conférence le dimanche, ils sont plus là. Un seul conseil, ne dépendez pas d'eux. On a besoin d'eux, mais par contre, faites attention que les équipementiers ne changent pas votre vision, votre positionnement, ou alors on ne peut plus prendre en charge les personnes. Parce que les équipementiers ont des super idées, mais demain, bah, si vous dépendez d'eux, votre expérience client, c'est embêtant parce qu'ils évoluent très vite. Dans les prévisionnels, bah, vous avez tout ce qui est support de com également, à chiffrer. Je fais un point sur la com, parce que ça a un coût monstrueux. Et c'est ça qu'il faut essayer aussi de devancer entre les coûts de votre site internet. Là, j'ai mis des bâches, etc. On a 105 supports de com. Si vous êtes indépendant, là, il va falloir penser qui crée toutes ces choses-là, qui a cette charte graphique en plus. L'investissement global, c'est l'objectif à aller chercher. Un Correspa, pour donner un ordre d'idée. Je vais vous poser sous forme de question. Est-ce que vous avez une idée combien ça coûte au mètre carré, quels que soient les clubs, tous ceux qui existent actuellement en France, en Europe? À votre avis, ça coûte combien au mètre carré d'agencer un club de sport? Vous êtes entre 600 et 1000 euros. D'accord? Donc ça vous donne déjà, si ceux qui ont un projet, va vous dire, selon la taille que vous faites, vous savez déjà à peu près le montant sur lequel vous allez performer plus. One Fitness, que j'adore, qui est excellent, qui est pour moi vraiment le top en ce moment en termes d'expérience et waouh effet quand on rentre, est largement au-dessus des 1000 euros le mètre carré. D'accord? Et il cartonne, hein. C'est très, mais ça vous donne un ordre d'idée par rapport à si vous avez quelque chose de basique ou quelque chose qui est vraiment expérimenté. J'ai fini pour les 10 conseils et je vais finir par ces 5 conseils. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, en tout cas un état d'esprit, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et après, je finirai par des questions si vous en avez. Le premier, c'est rêver grand, rêver grand, rêver grand. Rêver grand. Si votre rêve n'est pas assez grand, c'est s'il fait pas peur, si la personne, votre conjoint vous dit qu'il n'était pas malade, c'est que votre rêve n'est pas assez grand. Mais il faut aller le viser, ce rêve. Vous le réaliserez, tant mieux. Vous le dépasserez, tant mieux. Vous l'avez pas, tant mieux aussi. Mais viser grand, ça va vous donner les capacités, ou au moins l'envie d'aller voir les personnes et de vous dépasser. Et c'est le principal. Il y a le résultat qui est intéressant, mais il y a aussi toute aventure, ce parcours. Le deuxième, c'est analyse du marché. Trop de personnes se lancent sans analyser votre marché et globalement, vous êtes sûr de couler. Donc là, je vous ai donné des billes pour analyser votre marché. Offrir une valeur unique. On revient sur le positionnement. D'accord? C'est là où vous allez faire votre différence. Construire un business rentable. Ce mot rentable, en France, on n'a pas le droit de le dire. Moi, je vous le dis 20 fois. On sert son client, c'est service client. Le client est satisfait. C'est ça la première chose qu'il faut faire. Mais ne faites rien si c'est pas rentable. Pourquoi? Parce que la rentabilité va vous permettre encore de servir encore plus vos clients, de leur apporter encore plus. Si vous avez plus d'argent, vous pouvez faire encore plus de choses. Ok? Vivre mieux pour vous peut-être que vous avez la tête et tant mieux, faites-le. Mais c'est également de vous développer. Ok? Donc prévoyez cette chose-là. Être unique et rentable. Et le dernier,
s'entourer des meilleurs. Seul, vous n'êtes rien. Et donc, il faut absolument vous entourer. Les meilleurs, des fois, changent dans le temps. Et ça veut dire, et si vous y êtes ici au salon, tant mieux, c'est que vous faites partie aussi des meilleurs ou des futurs meilleurs où vous l'êtes déjà. C'est que vous allez chercher les nouvelles tendances et ça bouge tout le temps. C'est pas que les tendances. Aujourd'hui, encore une fois, hier, mon propre fournisseur, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas chez lui. D'accord? Donc, soyez toujours à l'affût et entourez-vous. De mon côté, je tiens, si vous avez envie de créer un club ou développer un studio, on en discute et je suis prêt à voir avec vous les questions là maintenant tout de suite et se tenir ensemble. Moi, de mon côté, en fait, ça fait 17 ans que j'ai créé les clubs Correspa, qui sont spécialisés dans le super personnalisé. Je suis un ch'ti. À la différence de Bruno, j'aime bien la bière. Vous pouvez venir prendre une bière dans le Nord si vous voulez en discuter. Il y a 4 clubs et si vous êtes dans les confidences, on signe le 5e la semaine prochaine et on les ouvre en propre et en franchise. Donc, je suis à votre disposition si vous voulez avancer soit pour un projet perso, soit pas du Correspa, sauf et également si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les clubs.